Alors, on reçoit un historien matapédien, le professeur d'histoire du Centre matapédien d'études collégiales, M. Tommy Guénard, qui va nous parler des pandémies à travers l'histoire et des leçons qu'il faut en tirer. Bonjour, Tommy! Bonjour, Émilie. Ça va bien chez vous, en confinement? Tout va bien jusqu'à maintenant? Tout va bien. On s'adapte à un rythme comme tous les Québécois. Là. On essaie de prendre un rythme, de se donner un horaire, mais c'est pas toujours simple. Hein? D'ailleurs, juste pour faire cette entrevue-là, je me suis posé 3-4 fois la question, où est-ce que je vais me placer pour faire l'entrevue? J'avoue que c'est là la question de tous les invités. On veut pas voir toute la maison des gens, fait que où on se met? Donc, Tommy, on t'a demandé de faire une petite recherche à travers l'histoire du monde pour nous faire un petit portrait des pandémies, des célèbres pandémies qu'il y a eu à travers les siècles dans le monde, qui peuvent un peu ressembler à ce qu'on vit présentement. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait là, de certaines pandémies qui ont été plus marquantes que d'autres? Des épidémies Oui, ou des tout à fait. pandémies, peut-être? Oui, ben, le terme là-dessus, juste préciser, effectivement, longtemps, ça a été un synonyme, épidémie, pandémie. Ça a été à la fin du 19e siècle, avant que le terme pandémie s'applique vraiment à une généralisation un petit peu plus mondiale. Donc, avant ça, pandémie, épidémie. D'ailleurs, on utilisait plus épidémie que pandémie. Ouais. Mais le mot a vraiment ressurgi là, à la fin du 19e siècle avec une grippe qui avait frappé là, aux alentours de 1890. OK. Puis dans le fond, la différence, pandémie, c'est que ça a plus de monde, c'est ça? Épidémie, c'est confiné à un pays, mettons? Mettons, quand on le déclare pandémie, c'est que, bon, effectivement, il y a une répartition mondiale, il y a un élément de virulence aussi, de facilité à la transmettre, de dangerosité aussi du virus. Donc, l'OMS a un certain nombre de critères là, qui fait qu'on déclare que c'est une pandémie, qu'on passe d'épidémie à pandémie. OK. Bien, effectivement, il y a eu plusieurs grandes épidémies dans l'histoire. Puis souvent, quand on parle ou on pense à ces termes-là, on pense souvent à évidemment, rapidement, la peste fait son apparition, la grippe espagnole qui nous a touchés ici au Québec, le choléra. Plus récemment, d'ailleurs, qui est encore en cours, on en parle moins, mais l'épidémie du sida, de l'Ebola, qui est un peu plus confinée là, au secteur africain. Mais ça résonne rapidement à notre esprit comme quelque chose un synonyme de mort, qu'on craint un peu. C'est parfois brutal, ça nous fait frémir, là, juste à les évoquer. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir un recul, d'aller voir comment on les a vécus dans l'histoire. Tu me parlais, si on recule un peu, les premières traces d'épidémies qu'on a trouvées, là, documentées, parce qu'il y a pu en avoir bien avant, mais là, il y a une question de documentation. Ouais. En Grèce antique, dans le fond, l'historien Thucydide a beaucoup commenté l'épidémie d'Athènes, la peste d'Athènes, 430-426 avant Jésus-Christ. C'est des dizaines de milliers de personnes là, qui sont décédées de cette épidémie-là. Sur 200 000 habitants d'Athènes, on parle de 20-30 000 personnes qui ont pu en décéder, dont Périclès, qui était l'homme politique de l'heure à l'époque. OK. Donc, le monsieur Legault de l'époque. Le monsieur Legault de l'époque, le stratège. Ensuite, il y en a eu d'autres à l'époque des Romains. On parle de la peste antonine, mais on la connaît un petit peu moins, mais elle a frappé quand même beaucoup. Question de faire court, je ne m'attarderai pas à celle-là, mais des pestes, il y en existait. Puis il y en a une qui a frappé le bassin méditerranéen assez fortement. Elle est apparue en 541-542. C'est la fameuse pandémie là, de la peste. Réellement là, la peste qui, pour une première fois, fait son entrée là, en Méditerranée dans ces années-là. À l'époque de la dynastie des Mérovingiens en France, s'il y en a qui connaissent un peu l'histoire des différentes dynasties. Puis peut-être de l'empereur Justinien. Il y avait encore l'Empire romain d'Orient et il y avait l'empereur Justinien qui était sur une forte lancée, lui, durant l'apparition de cette peste-là. Et cette peste-là a complètement anéanti son élan pour restaurer l'Empire romain d'Occident. Il était sur une lancée de conquête pour restaurer l'ancienne grandeur de l'Empire romain. Et la peste a complètement arrêté toute son entreprise.
Donc, quand on se dit que des fois, les maladies peuvent frapper fort et déstabiliser des pays, ben, dans le cas, déjà, on a un premier cas là, avec la première arrivée de la peste. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça, la peste noire? C'est-tu la même... C'est avant, là? Oui, ça, c'est avant. Okay, la peste, dans le fond, il y aura vraiment la peste, elle va s'étirer, elle va arriver dans le bassin méditerranéen dans les années là, 541. Il y aura, par épisode, on va la perdre. À l'époque, 777, au temps de Charlemagne, là, on n'en parle plus. Les chroniqueurs ont perdu la trace de la peste. Okay. Puis elle va revenir en force là, aux alentours de 1320 sous sa forme bubonique, là, la forme là, un peu plus dégueu. Là. Oui, qui nous transforme en zombies quasiment. Là. Quasiment, là, c'est pas Walking Dead, mais proche. Proche. Donc là, vraiment, avec l'apparition de Bubon, puis bon, les gens avaient un taux de décès quand même assez élevé. Ça a frappé. On a perdu... des fois, les chiffres sont pas précis encore là, mais on parle souvent de le tiers ou même, dans certains cas, de la moitié de la population de l'Europe là, qui est décédée lors de l'épisode de la peste noire. Puis là, il faut dire qu'on était dans des conditions aussi à l'époque sanitaires, des conditions de vie difficiles. Il y a eu toute la fin du 14e siècle là, où il y a des famines, il y a la guerre de 100 ans. Bon, le contexte était parfait là, pour fragiliser la population. À ça s'ajoutait l'arrivée de ce virus-là, de cette épidémie-là, et elle a été vraiment fatale à bien des égards. Tout à fait, beaucoup de dommages. Tout à fait, beaucoup de dommages. Puis bon, il y en a eu d'autres, mais si on revient plus proche de nous, parce que question de raccrocher les auditeurs, on connaît peut-être l'épidémie de choléra, là, 1826-1832, parce qu'elle a frappé fortement le Bas-Canada à l'époque. C'était un petit peu juste avant la rébellion des Patriotes, si je donne des repères historiques. On apprenait ça à l'école, là. Oui. Donc, c'est à l'époque aussi, on a mis en place là, la quarantaine à l'île La Grosse-Île, où, bon, on arrêtait tous les navires, tout le transport se faisait maritime et on arrêtait les gens pour s'assurer de ne pas contaminer la ville de Québec à l'époque. Et bon, c'est le drame aussi de La Grosse-Île, là. Évidemment, on mettait en quarantaine, mais pas avec les conditions d'isolement qu'on le fait actuellement dans nos maisons, là. Tout le monde parqué dans une étable quasiment, là, dans une usine à gens, et tout le monde se partageait les microbes, et c'était une grande tragédie parce que... Ah oui, tout à fait. C'est plus de 8000 personnes là, qui sont décédées là. Souvent, ce qui arrivait, ils n'étaient pas malades. C'est clair qu'ils devenaient malades et qu'ils ne quittaient pas l'île. Est-ce que c'était une vraie quarantaine à l'époque? Je crois que oui, hein? C'était vraiment 40 jours. C'est pour ça que ça s'appelle quarantaine, d'ailleurs? Oui, ben, c'est une bonne question. Effectivement, le mot quarantaine est apparu là, dans les années 1100, en lien beaucoup avec la religion catholique, parce qu'on faisait le carême pendant 40 jours. OK. Ça vient de là. Ça vient pas tout à fait de là parce qu'au départ, c'était pas pour une raison médicale. Okay. Par la suite, il y a eu le fameux Hippocrate là, qui, lui, est un médecin. C'est à lui qu'on prête le serment, les médecins, quand ils rentrent dans la profession, qui, lui, avait déterminé 40 jours. C'est un moment intéressant pour voir, si passé 40 jours, la personne est toujours vivante et plus malade, on peut la sortir. Si elle est encore malade, c'est que c'est pas une maladie virale, c'est une maladie chronique. OK. Donc là, puis maintenant, vous voyez, on prend le 14 jours, tout dépendant des virus. On parle encore de la quarantaine, mais des fois, c'est plus une quinzaine, une vingtaine, on adapte. Pour avoir un référent commun, on dit quarantaine. Oui, tout à fait. OK, donc il y a eu le choléra. Puis après ça, on a eu des épidémies là, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Matapédia. Oui, tout à fait. On connaît le camp de la grippe espagnole. Donc, ça en est une autre ça, qui a frappé durement. Donc, 1917 à peu près, là, on dit souvent, maintenant, c'est assez établi, là, c'est les soldats américains quand ils sont rentrés durant la Première Guerre mondiale, 2 millions d'hommes qui sont arrivés. Déjà, la contamination a été amorcée aux États-Unis avant qu'ils traversent. Okay. Donc, rendu de l'autre côté, si vous avez écouté quelques films historiques, dont 1917 récemment, là, qui était aux Oscars, on voit les conditions dans les tranchées. C'était un terrain de jeu absolument fantastique pour
pour les microbes à l'époque. Là, donc, ça a été assez difficile. C'est sûr que l'hygiène n'est pas la même qu'aujourd'hui, hein, fait que non, pas du tout. Ça se multiplie rapidement. Oui. Donc, c'est ça. Sans faire trop long là-dessus, la grippe espagnole, bien évidemment, c'était une grippe extrêmement meurtrière. Tout dépendant des estimations, 20, 50, 100 millions, parce qu'on n'avait pas les registres de l'époque. Puis, on était en temps de guerre, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de censure. Juste aux États-Unis, il y a eu quand même beaucoup de décès. Là. On estime même qu'il y a plus de soldats qui sont morts de la grippe espagnole que de la Première Guerre mondiale. Quand même. Quand même. J'imagine qu'il y avait des théories de conspiration. Peut-être que tu peux pas répondre, là, mais tu sais, quand il y a un virus qui tue la moitié d'une population comme ça, il y a toujours une espèce de théorie de conspiration qui dit que c'était une fabrication humaine. On l'entend là, avec le COVID-19. C'est une fabrication humaine, on fait une purge. J'imagine qu'il y avait ça aussi à l'époque, hein? Ouais, des fois, c'est un fléau de Dieu. Ouais, c'est ça. Hein? Là, c'était plus Dieu qui était là. Ouais. Déjà, à l'époque, on peut dire que les guerres bactériologiques, là, c'est pas le cas du tout du COVID-19, là, mais ça existait, c'est documenté que certains militaires ont déjà transmis volontairement des bactéries. D'ailleurs, quand les Mongols là, sont allés attaquer là, pour la peste en 1326, déjà la peste ravageait la Mongolie, puis on lançait des cadavres infectés de l'autre côté de la forteresse. Question de leur transmettre la maladie. Donc, c'était déjà quelque chose. Les moyens sont bons. Et on n'est pas là-dedans du tout aujourd'hui. Non, on est loin de là. Visiblement, on a évolué là-dedans. Est-ce qu'il y a des enseignements, je ne veux pas dire du côté positif, là, mais est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer de ces épidémies, de ces pandémies-là, qui peuvent s'appliquer aujourd'hui là, à la COVID-19? J'imagine que le confinement, tout ça, c'est des choses qui ont été pratiquées par le passé, là. Oui, tout à fait. Tu l'as parlé tantôt, Émilie, le principe de la quarantaine là, qui est éprouvé depuis longtemps, là, on le fait dans un premier temps avec les léproseries, qui n'étaient pas tout à fait on le faisait approximativement, mais on savait qu'il fallait isoler les malades à l'époque. Donc ça, le principe de la quarantaine qui est apparu à l'époque de la peste, là, où on a fait des réelles quarantaines au 14e siècle. 14e siècle, moi, c'est ça. Donc là, ça, on peut dire que, on le généralise aujourd'hui, puis qu'on l'applique, puis on le raffine, puis c'est un apprentissage qu'on a fait des anciennes pandémies. Le principe des cordons sanitaires aussi, à l'occasion, on va bloquer des frontières. C'est ce qu'à l'époque, on appelait un cordon sanitaire qu'on a fait en France en 1821. On a envoyé 30 000 soldats à la frontière espagnole pour bloquer une épidémie de fièvre jaune. Donc, le cordon sanitaire, ça a été une mesure utilisée à une certaine époque. Ce qu'on doit apprendre, puis qu'on a appris, c'est que souvent, on cherche des boucs émissaires lors de ces grands fléaux-là. Malheureusement, la peur est très présente. Les gens cherchent un coupable à ces malheurs-là. Donc, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut se méfier de ce réflexe-là, de tomber dans la peur, d'essayer de trouver un coupable. Les Juifs y ont goûté beaucoup dans plusieurs épidémies. Aujourd'hui, on voit que le président Trump appelle souvent le virus chinois, puis il stigmatise une population. Il faut vraiment faire attention à ne pas tomber là-dedans. Autre élément, je pense, important, c'est on a compris aussi dans les épidémies que, une fois qu'on a compris que c'était pas Dieu puis que c'était pas avec la prière qu'on allait guérir, il faut écouter la science. Il faut écouter la science, puis il faut s'éloigner des fausses sources d'informations. Tantôt, tu en parlais des théories du complot et tout ça. C'est rarement gagnant de s'en aller dans cette direction-là. Donc, la science est là, il faut l'écouter, et ça, on l'a appris surtout avec la grippe espagnole. Tout à fait. Il faut s'en souvenir. Puis on a vu aussi que parfois, il y a eu des réactions dans le passé aux entraves imposées aux libertés humaines, puis même aux préjudices causés aux commerçants. On est là-dedans. On est là. Donc, au 19e siècle, début 20e siècle, le libéralisme était en plein essor, et là, c'était la libre entreprise, c'était les libertés individuelles. Donc, des fois, il faut passer par-dessus ça, surtout en des temps là, où on a une forte pandémie très contagieuse.
Puis l'importance aussi de désinfecter les lieux. La grippe espagnole nous a appris ça. Des désinfections ont commencé à se faire de plus en plus. Les lieux publics désinfectés, les autobus, les transports, les lieux où les gens pouvaient se rassembler. Ah, ben, ce que je comprends, c'est qu'on est sur la bonne voie, là, présentement. Là. On applique tout ce qu'on a appris par le passé. Là. Oui. Ce qu'on a appris aussi par le passé, ça, on n'est pas encore là-dedans, mais il faudra peut-être s'en souvenir, c'est que faut être vigilant parce que la maladie peut prendre une pause puis revenir en force. Ah, oui. Ça, on l'a vu avec la grippe espagnole. L'été 2018, elle s'est comme reposée. On avait l'impression qu'on s'en était sorti. Le beau temps était revenu. Et en septembre, elle a redécollé. Et c'est là qu'elle a été le plus forte. C'est là qu'elle a été la plus meurtrière. Seulement au mois d'octobre, c'est 195 000 soldats américains qui sont morts dans le mois d'octobre 2018. Puis dans toute la guerre, bon, ils ont participé 17-18, la guerre a fait 116 000 morts chez les soldats américains. Mais juste le mois d'octobre, la grippe espagnole en a tué 195 000, alors qu'on pensait qu'il y avait un répit. Donc, il faudra rester attentif. Donc, c'est pas parce que là, il n'y a plus de cas qu'il faut recommencer à vivre normalement. Non, c'est ça. Voilà. Et puis, est-ce que tu as regardé un petit peu en terminant, là, qu'est-ce qui était arrivé aux sociétés, aux communautés après les pandémies? Est-ce qu'on peut voir un peu dans l'avenir avec ce qui s'est passé par le passé? À quoi on peut s'attendre? Il y a des gens qui disent beaucoup que là, la Terre nous a envoyé réfléchir dans notre chambre, puis il faut qu'on revoie, puis que le monde ne sera plus jamais comme on l'a connu. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qui s'est passé? Ben, c'est intéressant sans tomber dans les prédictions à la Nostradamus. Là. Ah oui, allez, Tommy, prédis-nous l'avenir. On voit qu'effectivement, quand arrive une crise comme ça grave, les sociétés, quand je vous disais la peste noire, 50 % de la population en Europe y a laissé... est décédé. Donc, c'est clair que quand ça l'a redémarré, ça a amené des conditions nouvelles. Donc, on a vu que les travailleurs, les paysans, les ouvriers, puis ça sera peut-être le cas pour nous aussi, ont amélioré leurs conditions de travail en raison de la rareté de la main-d'œuvre. Tout d'un coup, ils ont pu négocier des meilleures conditions de travail et tout ça. Donc, ça, c'est au 15e siècle. Est-ce qu'après la pandémie, où on encense bien des corps d'emploi comme des gens, des héros et tout ça, on va finir par les payer à leur juste valeur, peut-être? Ils auront le gros bout du bâton, en tout cas. Ouais. Et on peut penser aussi que, dernièrement, on avait délaissé un peu la science, l'éducation. Le gouvernement Trump avait même aboli son conseil, justement, qui devait veiller à l'apparition des pandémies. Je pense qu'on a compris que c'est pas le temps, là. C'est pas arrivé comme ça, là, en cliquant des doigts, là. Il y a une expression qui s'appelle le signe noir. C'est que les scientifiques l'annonçaient depuis longtemps. C'est un peu comme les changements climatiques. On les annonce, puis on ne veut pas les croire tant que ça ne nous frappe pas. Exact. La pandémie était annoncée depuis au moins 1 an, quasiment assez bien détaillée par des scientifiques, mais on ne voulait pas investir là. Il n'y a pas d'argent à faire dans l'investissement dans ce genre de crise-là. On préfère garder nos lunettes roses. Donc, il faudra peut-être à l'avenir mieux considérer les scientifiques, plus écouter la science, puis redonner aussi la crédibilité à la science plutôt que à monsieur et madame tout le monde, ces réseaux sociaux qui ont toutes leurs hypothèses et leurs solutions. Et peut-être une dernière, la nature. Tu l'as dit tantôt, hein, la nature nous envoie réfléchir. La nature en profite souvent pour reprendre sa place. On voit là, Venise, les canaux deviennent plus limpides. On voit les dauphins revenir dans les canaux de Venise. Ça a été le cas aussi après la Grande Peste. Les animaux sauvages ont repris un peu plus de place, du terrain, la forêt. Donc, des fois, effectivement, on peut regarder d'un autre côté la nature. Ça peut être positif pour elle, ce genre. Mais là, c'est ça. Ça peut être un côté qu'on peut regarder si on veut voir du positif, là. Ben oui, puis c'est un bon conseil, se retourner vers la nature. Je pense que revenir aux sources, ça va être la base ces temps-ci, hein? Avec les enfants à la maison qui n'ont rien à faire d'autre que d'écouter ce qu'on a à dire. Ouais, des grandes discussions philosophiques à avoir. Exact. Ben merci beaucoup, Tommy, pour ton temps. En espérant que tu retournes à l'enseignement rapidement pour ne pas perdre ça, ce beau savoir-là.
On devrait regarder des solutions cette semaine, voir comment on peut réaliser un petit miracle. Oui. Bien, à suivre. Donc, on suivra l'état du domaine scolaire de l'enseignement supérieur avec attention. Je te remercie beaucoup, Tommy, puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire toutes ces belles recherches pour nous. C'était un plaisir. Merci.